Donc, j'en suis où? Oui, j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter non pas une étude, mais plusieurs études qui ont été faites dans le laboratoire où j'ai fait ma thèse, dont deux dans lesquelles j'ai participé. Et je vais vous parler d'Ecological Momentary Assessment, donc je vais appeler EMA pour le reste de la présentation parce que c'est plus rapide, et de conduite active. Donc, tout d'abord, pour commencer, un petit point. Donc, l'EMA, c'est une méthode d'évaluation en vie quotidienne qui permet de collecter des données en temps réel, et ce, de façon simultanée, à la fois des processus individuels, vous pouvez demander genre les émotions, et l'environnement, qu'est-ce qui se passe autour de la personne. Donc, en gros, ça utilise des technologies mobiles, genre des smartphones, et grâce à ça, on peut donc mesurer des choses en temps réel pour limiter évidemment les biais de mémoire. On peut le faire dans l'environnement naturel des individus, ce qui permet de pallier aux biais de laboratoire du fait de se mettre dans des conditions expérimentales qui sont censées mimer la réalité, mais qui sont parfois très éloignées de la réalité, et donc d'avoir une bonne validité écologique. Et grâce à l'évaluation répétée des phénomènes, ça nous permet d'évaluer la dynamique de ces phénomènes dans la vie réelle et la chronologie des événements entre eux. Dans le cadre des conduites addictives, donc bref rappel très basique de l'addiction, donc l'addiction, c'est la perte de contrôle d'un objet d'addiction, que ce soit une substance ou un comportement, qui conduit à l'accumulation de dommages, et ces dommages font que les personnes font des tentatives d'arrêt et souvent des rechutes, donc c'est un cycle. Parmi les symptômes de l'addiction, il y a ce qu'on appelle le craving, qui est un des symptômes qui est important, notamment parce qu'il participe à la perte de contrôle, mais aussi à la rechute, il prédispose à la rechute, et il se définit comme une envie intense ou urgence pour la substance, au point qu'il devient difficile de penser à autre chose. C'est la définition du DSM-5. Vous savez qu'il y a plusieurs définitions. Voilà. La particularité du craving, c'est que c'est un phénomène qui n'est pas un état, enfin pas un trait, mais un état. Ça fluctue énormément au cours du temps, que ce soit en intensité et en fréquence chez un même individu. Parce que notamment, c'est lié à l'influence du contexte. Où est-ce que vous vous trouvez? Si vous êtes dans un bar, vous aurez plus envie de boire que si vous êtes en dehors d'un bar. De vos émotions, si vous avez associé ça à des émotions négatives, peut-être que ça va vous donner envie de fumer. La disponibilité, parfois quand c'est interdit, ça donne envie, parfois quand c'est autorisé, ça donne envie, ça dépend des personnes. Des stimuli qu'il y a autour de vous, si vous croisez quelqu'un qui fume à côté de vous et que vous avez l'habitude de fumer, peut-être que ça va vous donner envie de fumer. Et la prise aussi de médicaments, donc il y en a des médicaments qui sont dits anti-craving, qui vont diminuer le craving, mais il y a des médicaments qui sont pour d'autres pathologies qui vont augmenter le craving, donc c'est un peu chiant. Oui, moi aussi, je dis merde et je dis chiant. Je suis navrée. Et donc, toutes ces choses, à force d'être associées à l'usage, peuvent devenir des stimuli conditionnels, ou donc des indices, des cues, qui peuvent acquérir la capacité de déclencher une recherche de substance ou de comportement, du craving et la consommation. Et donc, pour étudier ces phénomènes, l'utilisation de l'EMA, c'est vraiment tout indiqué, puisque ça permet d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe quand il y a du craving, qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui va se passer après. Pour cette présentation, je vais vous présenter donc 3 études. Une qui va parler, donc qui est plutôt vieille, c'est pas du tout la dernière étude qui vient de sortir, c'est une étude qui a été faite par ma directrice de thèse pendant sa thèse. C'est d'ailleurs celle de tout à l'heure où elle n'est pas premier auteur, qui parle donc de la chronologie des événements. Une seconde étude qui va parler de l'interaction dynamique entre les comportements, donc on va utiliser une autre méthode d'analyse. Et une troisième pour étudier la fluctuation temporelle d'un phénomène que j'ai étudié pendant ma thèse. Donc pour la chronologie des événements, donc cette étude a été faite en collaboration avec le professeur Joël Fensen, donc feu Joël Fensen, qui avait introduit cette méthodologie à Bordeaux pendant la thèse de ma directrice de thèse. Dans cette étude, ils voulaient étudier le lien entre les cues, le craving et l'usage. Pour ce faire, ils ont recruté des patients qui étaient dans un centre de soins en addictologie, qui venaient pour une addiction aux substances, donc quelle que soit la substance. Ils leur ont fait passer un protocole EMA pendant 14 jours. Donc ils leur ont filé un téléphone sur lequel c'était programmé des questions répétées pendant 14 jours. Ces questions portaient sur les cues, donc les stimuli conditionnels associés à leur usage personnel. Donc si c'était le tabac, c'était en lien avec le tabac, si c'était l'alcool, c'était en lien avec l'alcool. Et il y avait aussi les situations personnelles, si c'est plutôt les émotions négatives, si c'est plutôt certains amis, si c'est plutôt certains contextes. Il y avait une question sur le craving, donc depuis le dernier questionnaire... Ah, c'est là qu'on voit que ça c'est un peu décalé. Depuis le dernier questionnaire, est-ce que vous avez eu envie de fumer, par exemple, sur une échelle de 1 à 7? Et depuis le dernier questionnaire, est-ce que vous avez consommé? Oui ou non? Ensuite, ils ont fait des analyses qu'on appelle multiniveaux. Donc en gros, si je vous explique le protocole, globalement, ça c'est une journée classique.
Donc la journée, il y a 4 questionnaires par jour, répartis pseudo-aléatoirement sur la journée. On fait en sorte qu'ils ne s'enchaînent pas à 2 minutes près, sinon ça n'a aucun intérêt. Et qui durent à peu près 5 minutes. À chacun de ces évaluations, on fait passer les mêmes questions. C'est tout l'intérêt. Donc à chaque évaluation, il y a les cues, le craving et l'usage. Et ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est des analyses prospectives multiniveaux. Et donc on a pu faire un lien au sein d'une même journée entre ce qui s'est passé, par exemple, la première évaluation du matin, les cues, est-ce qu'ils sont associés au craving rapporté à l'évaluation suivante, et ce, pour toutes les fois dans la journée. Et de la même façon, entre le craving et l'usage. Ils ont bien évidemment contrôlé les effets inverses pour vérifier le sens de la relation. En termes de résultats, ils avaient recruté 132 participants, et ce qu'ils ont pu mettre en évidence avec cette première étude, c'est que l'augmentation de la présence de cues dans l'environnement à un instant T était associée prospectivement à une plus grande intensité de craving rapportée à l'évaluation suivante. Et de la même façon, l'augmentation de craving à un instant T était associée à une plus grande probabilité de faire usage à l'évaluation suivante. Et donc une association prospective unidirectionnelle entre les cues, le craving et l'usage. 10 ans plus tard, je me retrouve en thèse. Et donc, on redémarre une étude EMA. Donc, on recommence une collecte de données. Et on fait la connaissance d'un chercheur qui s'appelle Christophe Gold et qui, lui, est spécialisé dans les analyses en réseau. Ce qui nous a donné l'idée de refaire des analyses sur ce qu'on avait déjà fait auparavant, en rajoutant les nouvelles données qu'on avait collectées pendant ma thèse, pour savoir est-ce que c'est seulement une association linéaire ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui interagissent et s'ils interagissent, de quelle façon. Donc, on se remet dans les mêmes conditions du protocole. On recrute les patients dans un centre de soins qui ont une addiction aux substances. Jusque-là, il y avait plus de centres qu'auparavant. Et on a rajouté d'autres mesures. On a rajouté une mesure d'auto-efficacité qu'on a mesurée sur une échelle de à cet instant, à quel point vous vous sentez capable de ne pas fumer, pour ceux qui avaient l'addiction au tabac, et évidemment adaptée à chaque substance. On avait une mesure des émotions. On a fait une mesure plutôt simple, parce que plus vous rajoutez d'informations dans un réseau, plus il vous dit n'importe quoi. Donc la mesure, c'était à cet instant, entre tristesse et joie, où est-ce que vous vous situez, entre 1 tristesse et 7 joie. Et une mesure sur le traitement de l'addiction, parce que évidemment, si vous prenez un anti-craving, vous allez avoir moins de craving, et donc du coup, ça peut interagir avec le fait que vous rapportez moins de craving à l'évaluation suivante. Peut-être qu'en fait, vous avez eu du craving, vous avez pris votre médicament, et du coup, vous n'avez plus de craving. Qui était donc, est-ce que vous avez pris un traitement, un médicament contre l'addiction depuis le dernier questionnaire, oui, non. En termes de méthodologie, on a fait donc ce qu'on appelle des analyses en réseau. En gros, pour faire très schématique et simple, une analyse en réseau, c'est mettre ensemble les variables et voir quelles sont les associations entre ces variables en contrôlant pour tous les effets des variables entre elles. Donc par exemple, imaginons on se met dans un groupe d'amis. C'est comme si vous vouliez isoler la relation entre Adrien et Chloé. Vous voulez savoir si la relation entre Adrien et Chloé, elle est médiée par d'autres choses, genre la relation qu'elle a aussi avec Déborah, ou si c'est seulement, si cette relation elle est uniquement liée à Déborah, en fait l'effet va disparaître. Parce que une fois qu'il y a Déborah qui rentre dans le jeu, en fait Adrien et Chloé, ils n'ont aucune relation. Donc ça, c'est une relation transversale. À un instant T, on met toutes les variables ensemble, mesurées au même moment, est-ce qu'elles ont un lien? Et cette association, elle peut être soit positive, soit négative, et l'épaisseur du lien vous donne la force de l'association, en gros. Et quand c'est des pointillés, ça veut dire que l'association n'est pas significative. Donc positif, bleu, négatif, rouge. L'avantage, c'est qu'on peut aussi l'appliquer à la méthodologie EMA. Et en fait, on peut faire ce qu'on appelle des réseaux temporels. Et donc, on va pouvoir regarder à chaque instant dans le réseau si la modification d'une variable à un instant T va induire la modification d'autres variables dans le réseau, tout en tenant compte du fait que cette variable, elle peut avoir de l'autocorrélation, donc elle peut se maintenir dans le temps, mais aussi en tenant compte des associations entre les autres variables du réseau. Et en fait, si on applique ça à la psychopathologie, c'est le postulat qui fait qu'il y aurait une cascade d'activation entre les symptômes et que les symptômes ne sont pas des choses isolées les unes des autres. Et que certains symptômes peuvent trigger d'autres symptômes et conduire à un changement de comportement ou un changement d'attitude. Pour le faire de façon assez schématique, ça, c'est ce qu'on a obtenu avec ce fameux réseau des analyses en réseau. D'ailleurs, je pense que je vais super vite. Voilà, by the way. Je sais pas. Ouais, c'est ça, je vais vite. Vous me le dites si je vais trop vite. Du coup, je ne vais pas vous faire l'explication de tout le réseau, mais en gros, ce qu'on s'est rendu compte avec ces analyses, c'est qu'en fait, la schématisation toute simple de il y a les cues, le craving et l'usage, ce n'est pas forcément ce qui se passe dans la réalité.
Ce qu'on a retrouvé, et ce qu'on était plutôt content de retrouver, mais parce que dans mon labo, ils sont assez focus craving, c'est que le craving, il est toujours associé positivement à l'usage, de façon prospective. Donc, une augmentation du craving à un instant T est toujours associée au fait de rapporter plus d'usage dans les heures suivantes. Donc, d'une part, le craving se maintient, avec son autocorrélation bleue, mais en plus de ça, il se maintient, et s'il n'est pas assouvi, il va finir par se faire assouvir. Ce qu'on a remarqué, c'est que le lien avec les cues est plus si clair. Parce que dans un sens, c'était positif, là, ça devient négatif. Donc, c'est pas si clair que ça dans ce qui se passe entre l'usage et le craving. Ce qui est possible aussi, c'est que les cues sont souvent transversalement, donc à un instant T très associé avec l'usage, parce qu'en fait, la plupart des choses, c'est du matériel d'utilisation des substances, et donc il est présent au moment où la personne fait usage. Et c'est pas parce qu'il est présent dans l'environnement que la personne va forcément faire usage. Dans les heures suivantes, j'entends. Ce qu'on a remarqué aussi avec cette analyse, c'est qu'en fait, il y avait une anticorrélation entre le craving et l'auto-efficacité. Dans le sens où, si à un instant T, le craving augmente, dans les heures suivantes, la personne rapporte moins d'auto-efficacité. Et à l'inverse, si à un instant T, l'auto-efficacité augmente, dans les heures suivantes, la personne va rapporter moins de craving. Et ça, c'est hyper intéressant d'un point de vue clinique, potentiellement. Les analyses au réseau, ça permet aussi de savoir qu'est-ce qui se passe dans le réseau, c'est-à-dire quels symptômes, quelle variable, quand on la modifie, va avoir des conséquences sur les autres variables. Et en fait, ces analyses ont montré qu'il y a 2 points d'entrée dans ce réseau, qui sont le craving et l'auto-efficacité. Ce qui signifie que quand on la augmente ou diminue, ça va modifier ce qui va se passer dans le réseau. Et ce que ça a montré aussi, c'est que l'usage, c'est toujours le point de sortie. C'est-à-dire que ce n'est pas l'usage qui est modifié à la base et qui conduit à la modification des comportements, c'est l'inverse. C'est ce qui se passe avant va induire ou non de l'usage. Donc, par ces analyses en réseau, on a pu mettre en évidence des choses un peu différentes. À savoir que cette anticorrélation entre le craving et l'auto-efficacité peut être un point important en clinique, mais aussi en recherche pour un peu plus investiguer qu'est-ce qui peut se passer à ce niveau-là. Mais aussi que, comme confirmé dans la littérature, le craving est bien un facteur de risque de recherche et d'usage de substances, mais qu'en plus de ça, potentiellement, l'auto-efficacité, c'est un facteur protecteur du craving et de l'usage de substances. On va faire un pas de côté, on va atterrir sur ma thèse, et là, on va parler de choses un peu différentes, parce qu'on va parler de fluctuations temporelles sur un phénomène qu'on n'étudiait pas avant en addiction. Donc, dans ma thèse, on a fait une collaboration avec Nematola Javary et Bérangère Thiriou, qui sont des chercheurs à Poitiers, et qui travaillent sur l'insight. Et donc, c'est des données de thèse non publiées, parce que moi, je suis une slow runneuse de la science, c'est-à-dire que je ne publie pas tant que je ne suis pas absolument certaine de tout ce que je raconte dedans. Donc, 3 ans plus tard, c'est toujours pas publié. Voilà. Il y a différentes façons de faire. Donc, pour cette étude, pour ma thèse, on s'était demandé, en gros, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres facteurs qui pourraient interagir avec le craving et expliquer que ça fluctue ? Et l'hypothèse qu'on avait, c'était que d'autres facteurs individuels, typiquement l'insight, donc la capacité à reconnaître qu'on a une pathologie, pourraient influencer la façon dont on rapporte notre craving, parce qu'on le fait de façon auto-rapportée, mais aussi la façon dont on se comporte vis-à-vis de ça. Est-ce que quand j'ai du craving, je m'en fous, ou est-ce que j'essaie d'agir dessus ? En gros, c'était un peu ça l'idée. Donc l'insight clinique, ça a été défini comme la capacité à reconnaître le fait d'avoir une pathologie mentale, des symptômes, les conséquences associées à cette pathologie et reconnaître la nécessité d'un traitement. Mais pour savoir si ça avait une influence sur le craving, on a pris d'abord l'étape 1, qui était déjà, est-ce que l'insight, c'est un trait ou est-ce que c'est un état ? Parce que dans la littérature, ça a quasiment toujours été étudié comme un trait, à savoir avec une échelle. Là, à l'instant T, la personne elle a un mauvais insight, elle est peu ou pas consciente qu'elle a une pathologie, très bien, mais on la considère ça comme quelque chose de stable dans le temps. Sauf qu'il y a déjà dans la théorie, c'est pas si clair parce qu'il y avait des cas où les patients, ils n'étaient pas toujours très stables, quelle que soit la pathologie psychiatrique, mais en plus de ça, il y a une étude qui avait été faite avec de l'EMA dans une autre pathologie qui était le TOC, et ils s'étaient rendu compte qu'en fait, l'insight chez des personnes qui avaient un TOC fluctuait énormément. Du coup, nous, on s'est déjà demandé, est-ce que potentiellement l'insight, ça fluctue dans le temps dans l'addiction ? Mais comme ça n'avait jamais été fait, on a dû déjà investiguer ça de façon un peu exploratoire avec l'EMA et donc créer notre propre questionnaire. Donc pour ce protocole, contrairement au précédent, on a recruté à la fois dans des centres de soins
mais on sait que dans les centres de soins, il y a plutôt des gens qui ont un meilleur insight, sinon ils ne seraient pas là, sauf obligation de soins. Et aussi dans des centres de réduction des risques, où on recrutait donc des participants qui avaient un usage de substance et qui demandaient non pas à arrêter de consommer, mais à consommer à moindre risque, et donc faire attention à ne pas se refiler des maladies ou à avoir des complications liées à leur usage, mais qui ne souhaitaient pas du tout arrêter leur usage et qui ne parlaient pas du tout d'addiction. On leur a fait passer le même protocole. La seule différence, c'est qu'on a rajouté des questionnaires sur l'Insight. Ce questionnaire, je l'avais appelé, parce que je suis hyper drôle, Momentary Clinical Insight Scale, parce que ça fait MCIS, que ça ressemble à NCIS, et que j'ai 30 ans. Voilà, ça vous donne un peu un niveau ça nivelle la discussion. Comme pour la définition, on avait fait en sorte d'explorer les différentes dimensions de l'insight, à savoir la reconnaissance de l'addiction, la perception du besoin de prise en charge, l'attribution des problèmes à l'addiction et l'attribution du craving. Donc, normalement, c'était les symptômes, donc on a choisi le craving à l'addiction. Et un des exemples de questions, c'est la première, c'était à cet instant, est-ce que vous pensez avoir une addiction sur une échelle de 1, je ne suis pas du tout certain d'avoir une addiction, à 7, je suis parfaitement d'accord avec ça. Évidemment, on définissait bien l'addiction avec les personnes, et dans l'application, ils avaient toujours moyen de vérifier est-ce qu'ils sont toujours d'accord avec la définition. On a recruté 130 sujets. Comme ce n'était pas clair si c'était multidimensionnel ou unidimensionnel, ça dépendait beaucoup de la théorie. Il n'y avait pas vraiment d'études expérientielles pour savoir où se placer à ce niveau-là, surtout dans l'addiction. On est parti sur peut-être c'est unidimensionnel, ce n'était pas le cas. Du coup, on a fait des analyses pour savoir combien de dimensions étaient reconnues par une analyse exploratoire. Et on a fait une analyse en composante principale à 3 composantes. Et ces 3 composantes, les analyses étaient super, tous les facteurs étaient très bien. Je laisse les experts en juger. Et ces 3 composantes, c'était le fait d'avoir conscience de son craving, le fait d'avoir conscience de ses problèmes et le fait d'avoir conscience d'avoir une addiction et d'avoir besoin d'un traitement dans le même sens. Donc, concernant notre résultat, donc notre question de base, c'était est-ce que l'insight, ça fluctue? Donc, je vous laisse juger pour un échantillon aléatoire de 12 participants sur les 130. Ce qu'on peut constater, c'est que pour certains, pas du tout. Pour d'autres, plus. Pour d'autres, beaucoup. Et en fait, ça dépendait beaucoup des profils. On n'a pas encore fait les analyses pour comprendre pourquoi ces différents profils, même si on a déjà des hypothèses sur pourquoi chez certains ça fluctue, d'autres ça fluctue moins. Mais par contre, les analyses qu'on a faites, des analyses multiniveaux qu'on a faites pour savoir si ça fluctuait suffisamment pour justifier l'utilisation de l'EMA, elles ont montré que c'était le cas. Et elles ont montré que dans 25% des cas, il y avait 25% de la fluctuation, de la variation entre les individus et au sein de la population qui était attribuable à la variabilité intra-individuelle. Et donc, ça justifie l'utilisation de l'EMA et ça nous permettra ensuite de vérifier s'il y a un lien avec le craving ou pas. Donc, j'espère avoir pu vous montrer que l'utilisation de cette méthode permet de faire plein de choses, d'étudier chronologiquement les événements, de voir des interactions potentielles entre des symptômes, ou même un suivi d'un patient au cours du temps, et d'étudier la fluctuation des phénomènes de façon plus exploratoire. En termes de discussion, je voulais aussi vous ouvrir à d'autres façons d'utiliser l'EMA, parce que je vous ai montré que des questionnaires, mais en fait, on peut le faire de plein d'autres façons différentes. Par exemple, dans le laboratoire, il y avait une thèse qui avait été faite par Emmanuelle Baillet, qui consistait à faire un corrélat avec des paramètres physiologiques. Donc, elle utilisait des biosenseurs, c'est-à-dire des choses qui permettent d'étudier physiologiquement les paramètres physiologiques des personnes. Et elle utilisait donc une montre connectée qui mesurait plusieurs choses, la température, la fréquence cardiaque, etc. Et elle faisait le lien entre ces paramètres physiologiques et le craving rapporté sur l'application. Il y a aussi une autre thèse qui avait été faite dans un autre laboratoire à Bordeaux par Valentin Chikorov qui utilisait non pas l'EMA seulement avec des questionnaires, mais aussi avec des tests cognitifs. Il y a énormément de tests cognitifs qui ont été implémentés sur l'EMA, qui sont disponibles, qui ont été publiés et qui ont été validés, et qui permettent de regarder en vie quotidienne si les fonctions cognitives fluctuent, et c'est souvent le cas, et quand ça fluctue, est-ce que ça a une influence sur les comportements des personnes, leurs émotions, etc. Et elle, ce qu'elle a fait comme corrélat, c'est aussi en lien avec de la neuroimagerie, donc elle avait utilisé de l'IRM fonctionnel et du DTI. Et enfin, dans les nouvelles bonnes pratiques, si vous voulez un jour utiliser l'EMA, je vous conseille fortement de faire des études participatives, donc c'est typiquement ce que moi je vais faire dans mon futur postdoc quand ça sera financé, et donc inclure les participants dans la création des questions pour qu'elles soient adaptées à leur réalité à eux, parce qu'il y a toujours un différentiel entre ce que nous on pense et ce qu'eux ils vivent,
mais aussi dans le design, parce que souvent, nous, on pense 4 fois par jour, c'est OK. Est-ce que 5 minutes, c'est OK? Plutôt 2, c'est un peu sujet à débat, mais les impliquer dans les études, c'est très important. Et moi, c'est ce que je vais essayer de faire avec un projet sur l'addiction aux jeux vidéo. Et voilà. Merci à tous pour votre attention. On va prendre un petit moment pour les questions. Bonjour. Merci beaucoup pour ta présentation. C'était super chouette, mais peut-être que je suis un peu biaisée parce que je travaille aussi avec de l'EMA. Moi, ma question, elle est très... quel est le logiciel, enfin, quelle est l'application que vous avez utilisée pour l'EMA? Enfin, qu'est-ce que vous avez pris? Alors, il existe des logiciels qui sont adaptés pour la recherche. Nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on les avait créés nous-mêmes. On avait une équipe de développeurs dans le laboratoire. Et donc, du coup, pour ma thèse, on leur avait fait refaire un logiciel et créer l'application en entier. Donc, c'est pas un truc qui est disponible. Donc, il y a des bénéfices-risques, on pourra en discuter si tu veux. Du coup, on avait pu adapter tout ce qu'on voulait. Mais je sais que MPAF, c'est le plus utilisé et que ça marche très bien. M quoi? MPAF. Ok. Ouais, ça... Merci beaucoup pour ta présentation aussi. Je trouvais c'est peut-être plus une remarque qu'une question finalement, mais le MA, dans le mécanisme de fonctionnement, ça a aussi l'air très utile dans la prise en charge clinique finalement, puisque ça donne accès aux patients à une prise de recul sur son quotidien qui permet de faire un bilan et potentiellement d'améliorer l'insight. Oui. Alors, pour l'amélioration de l'insight, on avait vérifié, il n'y avait pas d'effet du temps de l'utilisation de l'application sur l'insight, donc on n'a pas d'effet temporel là-dessus. Et même de façon générale, le questionnement et l'observation, l'utilisation de l'EMA, quelles que soient les questions qu'on pose, en général, ça n'induit pas des effets sur le temps. Par contre, on peut utiliser l'EMA pour faire de l'intervention, ça s'appelle de l'EMI, donc juste le A devient I. Et ça va utiliser pour faire de la TCC ou peu importe, ou de l'exposition. Mais c'est aussi beaucoup utilisé, enfin pas beaucoup, mais c'est utilisé aussi en clinique pour faire le suivi des patients, effectivement. Ouais. C'est-à-dire que c'est tout à fait possible, si vous suivez des gens en clinique, d'utiliser une application pour adapter à ce participant, à ce patient, de dire je vais regarder, est-ce que quand il a telle émotion, il va se passer ça dans sa journée. Complètement. Merci. Merci beaucoup pour ta présentation. J'ai 1 milliard de questions. La première question, est-ce que l'instrument, l'outil est forcément numérique ou est-ce qu'il y a la possibilité d'utiliser un journal de bord ou des trucs comme ça? Alors, le numérique est venu pallier le fait que, justement, il y avait des problèmes de collecte de données sur le journal de bord, le fait que certaines personnes le remplissaient tout à la fin et faisaient genre, ils avaient fait au fur et à mesure. L'avantage de l'EMA, c'est qu'on peut eurodater. Nous, ce qu'on faisait, c'est que, par exemple, les questionnaires étaient disponibles que 20 minutes. C'est-à-dire qu'après 20 minutes, il peut pas répondre à la fin de la journée à tous les questionnaires. C'est pas possible. Mais c'est des choix qu'on fait pour être sûr qu'on capte un instant et que la personne ne va pas arriver à la fin des 2 semaines et répondre à toutes les questions pour avoir son indemnisation à la fin. Mais donc, il y a potentiellement des problèmes avec le fait de faire le journal de bord. Ça dépend de la volonté des participants, de à quel point ils sont assidus. Il y en a, ils vont te dire qu'ils vont faire 100% de tous les questionnaires. Ça m'est déjà arrivé. Une patiente qui m'a dit « je ferai tous les questionnaires ». Elle a effectivement fait tous les questionnaires. Mais c'est rare. Et compter sur la bonne foi, la bonne volonté de tous les participants, c'est un pari, je dirais. Et je travaille dans les jeux d'argent, donc je sais. Ok. Deuxième question, du coup. Ouais. Vu qu'on a plein de mesures par participant, est-ce qu'on peut avoir beaucoup moins de participants? Et est-ce que c'est toujours bien, genre si on a 3 participants, qu'on mesure beaucoup? Alors, 3 participants, non. En revanche, les tailles des échantillons, en général, c'est 30, à partir de 30. En gros, ça dépend si tu regardes des effets inter-individuels ou des effets intra-individuels. Si tu regardes sur l'intra-individuel, 30 sujets, c'est suffisant. Si tu regardes sur l'inter, il va falloir 200 sujets, comme pour une étude classique. Donc, il y a des articles méthodos, si tu veux, je te les filerai pour calculer ta taille d'échantillon dont tu as besoin. Il y a des gens qui ont fait 20 000 modèles mathématiques pour savoir quel était le meilleur ratio à avoir. Il y a des papiers là-dessus, il suffit de les utiliser.
Dernière question, après, franchement, Après, tu après, passes. j'arrête. Le moment, du coup, là, tu fais des mesures plusieurs fois dans la même journée. Est-ce qu'on peut imaginer un EMA qui tomberait le mercredi de la semaine, et avec une mesure le matin, une mesure l'après-midi, et ça sur plusieurs semaines? Oui, complètement. En gros, moi, j'ai randomisé. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fixe le nombre de questionnaires par jour et qu'on le fait tous les jours et que c'est randomisé dans la journée. Il y en a qui font fixer sur le temps, c'est-à-dire qu'ils disent tous les jours à 17h, tu auras un questionnaire. Il y en a qui font ça sur certaines parties de la journée, il y en a qui font du pseudo-aléatoire sur des grilles. Il y a plein de façons de faire. Tu peux aussi ajouter aussi de l'événementiel, c'est-à-dire que tu peux dire à la personne qui déclenche un questionnaire quand il se passe un truc. Ça permet d'être encore plus proche du moment. Par exemple, ce qu'ils conseillent maintenant, c'est de mixer un peu tout, en vrai. C'est de mixer à la fois de l'aléatoire dans la journée, comme ça, tu vas essayer de capturer le moment quand ça va arriver, des horaires fixes pour avoir, par exemple, un bilan à la fin de la journée ou un bilan le matin sur le sommeil, et de l'événement. Donc, la personne va dire, là, j'ai bu de l'alcool, et tu vas pouvoir déclencher de façon très rapprochée des questionnaires en rapport avec ça. Genre, il a bu de l'alcool à midi, on va peut-être avoir un questionnaire à 12h30, à 13h, à 13h30, et en fait, de façon très rapprochée et de façon intensive, on va pouvoir capturer ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, l'idéal, c'est de mixer un peu tout. Après, il faut voir le bénéfice-risque du nombre de questionnaires par jour, parce que, évidemment, ça diminue la complétion. La compliance. Oui, les deux, du coup. Merci. Merci beaucoup pour le talk. J'avais une question qui est plutôt naïve, parce que c'est pas du tout un sujet d'expertise, mais le fait d'envoyer un questionnaire à, par exemple, 8h ou 9h du matin à une personne, le fait de lui en parler pendant 14 jours alors que la personne est dans un processus pour essayer d'arrêter, est-ce que ça ne va pas du coup maintenir le fait d'y penser et d'avoir ce genre de pensée-là? Alors, j'ai une réponse mitigée pour ce truc-là. En gros, ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans les populations cliniques, qu'elles soient en tentative d'arrêt ou non, ça ne modifie pas le fait qu'elles aient envie, parce qu'en fait, elles ont quasiment tout le temps envie. Et donc, ça va même plutôt avoir un effet plutôt positif pour eux, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont souvent envie, et ils essaient de travailler un peu plus dessus. Par contre, on avait fait ça dans des populations non cliniques, donc chez des gens qui avaient les critères diagnostiques pour l'addiction, alcool, tabac, cannabis, et qui n'étaient pas du tout dans une démarche de conscientisation de ça, d'arrêt. C'était la plupart des potes à nous, des gens, des étudiants, tout ça. Donc pas du tout dans la patientèle. Et eux, par contre, ça leur rappelait que ça existe et que donc c'est à double tranchant, on va dire. Ça peut potentiellement créer des envies pour certaines personnes. C'est pas tout le monde qui nous l'a rapporté, mais ça c'est arrivé. Donc à adapter en fonction de la population qu'on cible.